bonsoir à tous. À la une de ce journal, des anciens délégués du gouvernement, anciens députés et ex-maires, élus présidents des conseils régionaux, aucune femme à la tête des exécutifs régionaux. Elles occupent les postes de questeurs, de secrétaires, et les premières voix dissidentes viennent des élus UDC dans la région de l'Ouest, contestant des manœuvres visant à les écarter des postes électifs dans la mise en place du bureau exécutif régional à l'Ouest. Vous suivrez dans ce journal en ouverture les premiers défis qui attendent le président du conseil régional du littoral et quel est l'état de la situation sécuritaire aux frontières du Cameroun, notamment dans l'Adamawa, où les frontières sont quelque peu poreuses malgré le renforcement du dispositif sécuritaire. Les localités concernées sont dans un état de délabrement très inquiétant. On fait le point dans le journal de 20h. Nous évoquerons également l'évolution de la situation sociopolitique et sécuritaire en Centrafrique où des affrontements ont encore été signalés dans l'arrière-pays, ce pays d'Afrique centrale. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. C'est un ancien député qui revient aux affaires. Cette fois-ci, il est à la tête du conseil régional du littoral. Ballon Polycarpe, le tout premier chef de l'exécutif régional du littoral. Il a été plébiscité par ses camarades, essentiellement du parti au pouvoir, le RDPC. Et à peine élu, il a annoncé ses priorités, à savoir la construction des routes dans les zones enclavées du littoral. D'autres précisions avec François Dikoumet et Sylvestre Hippolyte Zangao. Le voici, le tout premier président du conseil régional du littoral, Ballon Polycarpe, originaire du département de la Sanaga-Maritime, a été plébiscité lors de la session de plein droit tenue à la salle des fêtes d'Akwa à Douala. Avant même cette première rencontre des élus de la région, son nom faisait déjà le tour des réseaux sociaux. Ceci depuis des jours. Une décision du parti, surtout dans les rangs du RDPC. La discipline imposée à tous a donc été respectée cette fois. Les vives contestations vécues lors de l'élection des maires des villes, notamment celui de la ville de Douala, n'ont pas été répétées pour ce cas. Membre du comité central du RDPC, Ballon Polycarpe a été député de la Sanaga-Maritime et maire de la commune de Nyanon en 1995. Pour ses nouvelles fonctions de président du conseil régional du littoral, Ballon Polycarpe parle déjà de ce qu'il compte faire. Pour la population du littoral, je dis un seul mot. Je prends un engagement solennel pendant ce mandat. Chaque sous-préfet du littoral pourra aller au chef-lieu de son département sur une route goudronnée. L'épineux problème des routes enclavées dans le littoral fait donc partie des priorités du président du conseil régional. Mais après les promesses, les populations attendent le maçon au pied du mur. Et dans le reste du pays, les autres présidents des conseils régionaux sont connus. L'ex-délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bertois a été élu président du conseil régional de l'Est. Il s'agit d'Alphonse Ouamane Bellet. Vous allez le voir en image, lui qui est un ingénieur, élu président du conseil régional de l'Est. Allons à présent, vous le voyez en image, en boubou vert, lui qui est désormais le président du conseil régional de l'Est, Alphonse Ouamane Bellet. Il était ex-délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bertois. Dans l'Adamawa, c'est le docteur Mohamedou Dewa qui est à la tête de l'exécutif régional. Cet élu UNDP est entouré, vous le voyez, par le bureau exécutif de ses camarades militants de l'UNDP qui arrachent la majorité des postes. Aucune femme ne figure dans ce bureau exécutif régional, a noté notre correspondant qui assistait à cette session de plein droit dans la ville de Ngaoundéré, capitale régionale de l'Adamawa. Au terme de cette session de plein droit, il faut noter également que Ntimi Vouna revient aux affaires. Il a été élu président du conseil régional du centre. Et l'ex-maire de Bafoussam Ier
est le tout premier chef de l'exécutif régional de l'Ouest. Il s'agit du docteur Foka Foka. L'élection du bureau a été contestée, du moins, par des élus UDC. Ils ont claqué la porte aux dernières nouvelles pour s'insurger contre des manœuvres visant à les écarter des postes électifs en faveur d'autres candidats, notamment des chefs traditionnels n'ayant pas qualité selon les contestataires. Et à l'extrême nord du Cameroun, c'est un banquier qui va présider aux destinées de la région. Daniel Calabassou est le nouveau chef exécutif, de l'exécutif régional de l'extrême nord. Et un médecin qui est porté à la tête de l'exécutif régional du nord-ouest, Frou Anguafor III, qui est le tout premier président du conseil régional du nord-ouest. Évoquons à présent l'état de la sécurité aux frontières du Cameroun, notamment entre la région de l'Adamawa et les autres régions du Nigeria. C'est près de 250 km de frontières entre cette région du Cameroun et notre voisin, le Nigeria, parcouru par l'état-major de l'armée camerounaise. Premier constat, c'est l'état de délabrement des routes favorable aux groupes armés qui mènent des incursions, mettant ainsi en insécurité les populations. Là-bas, les agressions, des cas d'enlèvement se multiplient. Néanmoins, les responsables de l'armée camerounaise annoncent un renforcement du dispositif sécuritaire et font savoir qu'il n'y a aucune menace importante qui peut être évoquée dans cette partie du Cameroun. D'autres précisions avec Jean-Blaise Noupayé et Jean-Paul Chouniat. Un tracé de frontière sur 250 km entre la région de l'Adamawa en territoire camerounais, Taraba et Adamawa, deux États côté nigérian. Depuis quelque temps, toute la zone est infestée de rebelles d'un mouvement insurrectionnel très actif au sud-est du Nigeria. Les populations des deux départements, le Mayo-Bagno et le Faro-Edeyo, sont devenues des cibles privilégiées des attaques armées, pillage de récoltes, prise d'otages avec rançon, vol de bétail et motos. Des faits d'armes de ces malfaiteurs qui traversent en un clin d'œil la frontière. Actuellement, les hommes sont implantés. Des passages, vous avez vu les villages le long de la frontière. Il y a Pawati, il y a Urudina, il y a Dodeo. Ça, c'est le côté sud. En poste pour sécuriser les populations des villages environnants, les éléments du 31e bataillon d'infanterie motorisée ratissent toutes les localités, atteignant ici les bornes de matérialisation de la frontière entre les deux pays, où des fonctionnaires onusiens furent tués en 2017. Après cet incident malheureux, on avait suspendu l'implantation de bornes et 2 ans après, que toutes les garanties de sécurité ont été mises en place et ça a recommencé et effectivement les bornes ont été implantées en 2019. C'est donc tout ce sacré boulot de terrain que viennent évaluer le commandant de la 3e région de gendarmerie, le général de brigade Loubazal, et le commandant de la 3e région militaire interarmée, le général de brigade Agaro Binson. Nous avons déployé nos éléments de part et d'autre de la frontière et depuis une 2 semaines et nous avons ratissé toute la zone frontalière. Nous n'avons pas pu retrouver ces malfaiteurs. Pour arriver à Koncha, les deux hauts gradés ont mis 12 heures de route pour parcourir 265 km au départ de Ngaoundéré et voir de leurs propres yeux les difficultés de leurs troupes à se déployer dans des localités sans route et pont, des zones inaccessibles en saison de pluie. Nous avons avec cette mission identifié les axes d'infiltration et d'infiltration, la transhumance et d'autres malfaiteurs qui s'introduisent dans l'ensemble pour perpétuer les actes de criminalité. Veillant au grain au quotidien, les deux hauts gradés recommandent à leurs hommes collaboration avec les populations pour plus d'efficacité. Vous ne devez pas brimer la population. Vous ne devez pas arracher les biens de la population. Parce que la plupart de ces malfaiteurs, parfois, vivent au sein de la population. Alors, si vous faites de la population votre adversaire, votre ennemi, ça va être très très compliqué.
en quittant ces deux départements menacés par des rebelles du sud-est nigérian. Les deux généraux prescrivent éveil et vigilance accrue à leurs hommes, afin de tenir à distance toute attaque surprise contre les populations. Après une escalade de tensions diplomatiques sur la gestion de la frontière Cameroun-Guinée équatoriale, l'heure est au raffermissement des relations entre Yaoundé et Malabo. Le président de la République du Cameroun a reçu en audience, en fin de matinée, le ministre d'État équato-guinéen chargé de l'intégration régionale, Balthazar Ngonga Edjo. Il était porteur d'un message de fraternité du président Teodoro Obiangema Bazogo. Le président de la République, Paul Biya, s'est entretenu avec l'émissaire équato-guinéen au Palais de l'Unité à Yaoundé. Et ce sont près de 600 millions de francs CFA débloqués pour une distribution de denrées alimentaires et autres kits sociaux destinés aux déplacés internes de la crise anglophone. Selon le ministre de l'Administration territoriale, c'est une initiative du président de la République en l'endroit des déplacés internes. Compte rendu, Joël Essengue et Guy Zogo. La joie des fêtes de fin d'année se partage jusque parmi les déplacés internes du nord-ouest et du sud-ouest résidant à Yaoundé. Le ministre de l'Administration territoriale leur a remis un don spécial du chef de l'État composé de matelas, de savons et de kits alimentaires. C'est un don spécial du chef de l'État d'un montant de 600 millions de francs CFA. Pour cette période de fin d'année, le chef de l'État a pensé, en tant que père de la nation, qu'on pouvait également s'occuper des déplacés internes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ils sont un peu partout. Ils sont à Douala, ils sont à Yaoundé. Donc c'est le coût d'envoi d'un vaste programme de 600 millions de francs. Les bénéficiaires de ce don du chef de l'État, venus de 6 des 7 arrondissements de la capitale, se disent soulagés de voir qu'on ait pensé à eux en cette période des fêtes de fin d'année. Pour le don vraiment qu'il nous a fait en cette fin d'année 2020, malgré la crise du Covid, vraiment, on sait que ce n'était pas facile l'année 2020. Alors quand ils pensent à ceux qui souffrent, ça nous touche beaucoup et c'est un sentiment de joie. On dit merci au couple présidentiel. On remercie le président de la République et le ministre parce qu'on ne savait pas que si on arrive ici, on va nous dire prendre quelque chose à manger. De façon qu'on est pris de Bamenda, on ne savait pas quoi faire. Pour sa part, rappelant combien ce type d'initiative a été multiplié par le président de la République, le ministre de l'Administration territoriale y voit une manière de contribuer au retour à la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest. Nous avons pratiquement 1000 bénéficiaires. C'est 167 fois où je préside personnellement la distribution des dons du chef de l'État en faveur des déplacés internes du nord-ouest et du sud-ouest. Il est en train de mettre tout en œuvre pour que l'OCAM revienne définitivement dans les deux régions. Et justement, parlant de la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest, Paul Atanganji se montre optimiste. D'après les statistiques données par les gouverneurs des deux régions, on constate que, effectivement, l'OCAM revient progressivement. Nous avons tenu 5 élections. Les élections se sont bien déroulées. Cette cérémonie a également été l'occasion pour le patron de l'administration territoriale d'insister sur la dangerosité du Covid-19 qui reste actif. Le corona est maîtrisé, mais le corona n'est pas éradiqué au Cameroun. Le corona est encore d'actualité. Voilà pourquoi le chef de l'État a donné une dotation spéciale de 200 000 masques. Après les 2 millions de masques déjà distribués. Si donc les déplacés internes du nord-ouest et du sud-ouest sont à la fête comme le reste des Camerounais en cette fin d'année, il leur faudra aussi une bonne dose de prudence. Covid-19 oblige. Le gouvernement déclare que 2200 réfugiés camerounais au Nigeria ont reçu de l'assistance humanitaire dans le cadre d'une initiative présidentielle. Selon le ministère camerounais des Relations extérieures, le consulat du Cameroun à Calabar a remis à chaque réfugié camerounais un seau contenant un sac de riz, un sachet de lait, 2 paquets de sucre, 2 boîtes de sardines et un paquet de serviettes hygiéniques pour les femmes âgées de 20 à 50 ans.
Parmi ces réfugiés, certains ont bénéficié d'une campagne médicale gratuite. Le gouvernement précise que cette assistance humanitaire s'est déroulée en présence des autorités locales et du représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Selon le HCR, le Cameroun compte plus de 20 000 réfugiés au Nigeria. Ils ont fui les affres de la guerre contre les groupes armés dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ambiance toujours terne à quelques heures du réveillon de Noël. C'est loin d'être la grande affluence dans les espaces marchands de la capitale économique du Cameroun. Le cœur n'est pas vraiment à la fête. L'état d'esprit est loin d'être positif. Parmi les Camerounais rencontrés dans les principales artères de la ville de Douala. Reportage, Warren Zede et Isabelle Carole Zoupet. Le marché central de Douala, à quelques heures de la célébration de la fête de Noël. Ce n'est pas vraiment la grande affluence. Comparé aux années antérieures, entre les étals, peu de parents se bousculent pour acheter jouets, vêtements, ainsi que d'autres gadgets de Noël. En dépit des restrictions de voyage liées à la pandémie de Covid-19, les commerçants ont pu approvisionner leur étalage en marchandises, mais l'argent se fait rare. Il y a beaucoup d'affluence, mais sans vous mentir, il n'y a pas l'argent dehors. Il n'y a pas d'argent. Le Covid a tué l'économie, il n'y a pas d'argent. Les dernières tranches de l'école, non. Les parents sont là beaucoup plus à nous rappeler qu'ils n'ont pas encore fini les dernières tranches et tout. Voilà, la marchandise, il n'y a pas de preneur. L'affluence, ce n'est que du folklorisme, en fait, parce que il y a plein de gens, les gens sont pleins de volonté, mais ils n'ont pas d'argent. Cette année, ce n'est pas facile. Avec le Covid-19 qui a affaibli les affaires et tout, ce n'est pas facile. Mais je me suis battue de commander en ligne et j'ai eu la chance qu'ils m'ont envoyé la bonne qualité. Mais tenant compte de la pandémie, j'essaye de faire les prix coût moyen. En plus de la pandémie, il y a également l'impact de la crise anglophone à l'origine de cette morosité. La crise anglophone nous a pénalisés. Avant, il y avait l'affluence. Nos majorités des clients venaient du nord-ouest, du sud-ouest et du grand nord. Bon, la culotte, par exemple, à l'époque, ça coûtait, avant la Covid, ça coûtait dans les 3500. Aujourd'hui, on est obligé de faire à 2000, 2500. Parfois, les clients, même à 1500, ils n'achètent pas. S'il y a des parents qui ont bouclé leurs préparatifs, certains continuent de faire le tour des comptoirs sans réellement trouver des articles correspondant à leur porte-monnaie. Là, j'ai déjà fait plus de 3 heures du temps au marché, je n'arrive pas. Ils sont trop élevés. Comme moi, j'ai 4 enfants, mais garçons en plus. Pour les garçons, c'est trop difficile. Si je ne trouve pas, je vais rentrer. Ils vont supporter ce qui est à la maison, ils vont gérer. À quelques jours de la célébration de Noël, il n'est tout de même pas exclu que les marchés connaissent l'affluence de dernière minute. Dans l'actualité économique, l'Afrique centrale mise désormais sur les contrats de partenariat public-privé et la concession pour la réalisation des projets infrastructurels d'envergure. Cependant, ce nouveau mécanisme est loin d'être maîtrisé par les experts et les gouvernements de l'Afrique centrale. À cette occasion, un symposium se tient à Brazzaville, au Congo, afin de pouvoir édifier les experts de la CEMAC sur les enjeux de la mise en œuvre de ces partenariats publics-privés. C'est une mission conduite par l'ancien ministre français des Finances, Michel Sapin. Il a discuté avec les experts de la CEMAC et des membres du gouvernement de la sous-région Afrique centrale. D'autres précisions avec Nadine Yambou. C'est une épineuse question en Afrique centrale. Comment réaliser des projets infrastructurels d'envergure sans aggraver l'endettement public? Le recours au partenariat public-privé, les modalités d'attribution des concessions et les enjeux de transfert des technologies sont au cœur d'un symposium qui se déroule à Brazzaville, la capitale du Congo. Promouvoir ce nouvel outil de la commande publique de façon à permettre aux ministres compétents qui seront là demain et continueront très certainement à avoir des responsabilités dans les années qui viennent, de mieux comprendre la différence entre le PPP social et le PPP marchand. Et l'objectif, c'est de dialoguer, d'expliquer du financement aux évolutions juridiques nécessaires. Nous souhaitons d'ailleurs, nous savons que le Congo-Brazzaville a aujourd'hui dans ses réserves une loi à faire
avancer. Nous avons des juristes avec qui nous sommes venus qui peuvent permettre de concrétiser cette loi dans les mois qui viennent. La rencontre est animée par des experts de la CEMAC et un groupe de partenaires au développement conduit par l'ancien ministre français de l'économie et des finances, Michel Sapin. Il estime que le continent africain regorge d'opportunités économiques et des ressources suffisantes pour opérer sa transformation structurelle. Il faut faire en sorte qu'il y ait des investissements publics qui sont absolument nécessaires au développement, mais aussi des investissements privés pour financer en particulier les grandes infrastructures de transport, d'énergie ou les grandes infrastructures sociales dont ces pays ont besoin. En République démocratique du Congo, le gouvernement manifeste son intérêt pour l'élaboration des partenariats publics-privés dans le cadre de la réalisation des grands projets de développement. L'État congolais ou l'État, dans son ensemble, a toujours travaillé avec le privé. Mais il fallait maintenant un cadre juridique, un cadre institutionnel pour permettre à ce que ce partenariat public-privé soit maintenant une réalité. Donc c'est la raison pour laquelle moi-même j'ai porté ces projets et le Premier ministre Sylvestre Ilunga de mon pays, dont mon chef direct, a déjà les projets, les décrets sur sa table. Et je crois que dans le prochain jour ou les prochaines heures, il va signer pour que tout soit matérialisé. Au thème des assises, une feuille de route doit fixer le cadre des partenariats publics-privés et concessions en prenant en compte les priorités nationales de chaque pays d'Afrique centrale. Et ce symposium sur les partenariats publics-privés qui se tient à Brazzaville, au Congo, a été une occasion d'assurer le suivi des projets intégrateurs de la CEMAC, notamment au lendemain de la table ronde qui a été organisée à Paris pour appeler des bailleurs de fonds et investisseurs privés à mobiliser plus de 2000 milliards de francs CFA pour le financement d'une dizaine de projets intégrateurs. Sur les enjeux de ce symposium, je vous invite à suivre à présent le professeur Michel Cyr Djenawembu, secrétaire permanent du programme des réformes économiques et financières de la CEMAC. C'est très très important, comme vous voyez vous-même. Il s'agit de la réunion des conditions de mise en œuvre des projets intégrateurs. Une chose est de réussir la conférence et avec les annonces de contribution. Une autre est de s'organiser pour que ces annonces soient traduites dans la réalité et que les projets démarrent effectivement. Donc nous avons pu réunir ici non seulement le ministre Sapin, mais tout le patronat de Gotha du patronat français et également les principaux responsables des institutions financières internationales et enfin les chefs des principales entreprises qui opèrent dans notre sous-région. Il s'agit de faire en sorte que nous puissions démarrer ces projets et que l'on démarre le maximum de projets sous forme de PPP. Les projets PPP ont cet avantage qu'ils n'endettent pas l'État. Il s'agit d'avoir un développeur avec un projet, avec à la clé un contrat qu'il passe avec les sociétés qui sont sur le terrain et qu'ils vont vendre les produits. Je m'explique ainsi pour que tout le monde puisse comprendre de quoi je parle. Et ce sont ces sociétés qui sont déjà dans l'électricité, dans les travaux publics, dans le transport, qui vont... Restons dans ce chapitre international pour évoquer la situation encore tendue en Centrafrique, malgré les assurances données par le gouvernement centrafricain et la MINUSCA. Le bruit des armes a repris ce mardi, des affrontements armés signalés dans plusieurs localités dans l'arrière-pays, mais les autorités maintiennent le cap sur l'organisation de l'élection présidentielle prévue dimanche 27 décembre 2020. La MINUSCA, la mission des Nations Unies pour la sécurisation la Centrafrique, elle aussi, se montre rassurante vis-à-vis du déroulement de ce processus électoral. On fait le point avec nos reporters Innocent Abega et Eric Fopossi.
L'accalmie n'aura duré que 24 heures en Centrafrique. Les combats ont repris ce mardi 24 décembre. Les affrontements ont lieu dans la ville de Bambari, dans le centre du pays, opposant les éléments du groupe armé Unité pour la paix en Centrafrique, UPC, et les forces armées centrafricaines. À une dizaine de kilomètres de la ville de Sibut, des accrochages sont signalés. Il en serait de même sur l'axe principal entre les villes de Bossembélé et Bouali, où des renforts des groupes armés seraient arrivés dans la nuit. À Bossangoa, 305 km au nord de Bangui, les anti-Balaka ont chassé les électeurs qui venaient prendre leur carte à la mairie ce mardi 22 décembre. Malgré tout, la position officielle reste la même. Les élections auront lieu dimanche 27 décembre. Donc, je pense aujourd'hui, nous nous préparons. Moi, en tant que candidat, je ne peux pas aller voter le 27 et j'invite tous les Centrafricains épris de paix et ils doivent aller aux élections. La mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine, la MINUSCA, continue son action de sécurisation. La mission procède à une réallocation de ses moyens en vue de continuer à prévenir ce type de tentative et notamment à protéger la capitale Bangui. Mais je le répète, ces tentatives, elles visent à empêcher les Centrafricaines et les Centrafricains de choisir librement leur avenir à travers des élections. Et elles sont de ce fait totalement condamnables. À quelques jours de la présidentielle, la Centrafrique retient son souffle. Les tensions restent vives entre le président sortant Faustin Archange Touadéra et une alliance de circonstances au sein de laquelle s'activent François Bozizé, Anissé Georges Dologuélé et les principaux groupes armés. Des publi-reportages dans ce journal, l'association des opérateurs des téléphonies mobiles, désormais membre du groupement interpatronal du Cameroun. Ces entreprises ont décidé de se mettre ensemble pour porter leur voix auprès des pouvoirs publics et aussi assurer un meilleur essor des télécommunications, de la téléphonie mobile à travers le triangle national. Un reportage. Deux signatures, un échange de parapheurs entre Frédéric Debord et Alain Blaise Batonguet. Le directeur général d'Orange Cameroun agit en sa qualité de président de l'association des opérateurs concessionnaires de téléphonie mobile au Cameroun. C'est l'acte d'adhésion solennelle de l'AOCTM au groupement interpatronal du Cameroun, le GICAM. Pour nous, il était important de faire partie du GICAM, qui est quand même l'organe qui représente le mieux les entreprises. Nous sommes membres de cette entreprise. Nous sommes aussi des fournisseurs de services particulièrement importants pour l'ensemble des adhérents du GICAM et nous avons le moyen de pouvoir échanger avec eux. Échanger sur les difficultés auxquelles les concessionnaires de téléphonie mobile sont confrontés dans l'environnement économique camerounais. Les membres de l'association évoquent une très forte pression fiscale, des pénalités dures, des amortissements dus à des investissements particulièrement lourds dans le secteur. C'est l'ensemble de ces problèmes que l'AOCTM voudrait porter avec le GICAM auprès des autorités. Des problèmes et d'autres à l'origine des pertes de l'ordre de plus de 96 milliards de francs CFA en 2018 et plus de 22 milliards de francs CFA en 2019 par les opérateurs de téléphonie mobile. C'est quelque chose qui montre qu'il y a un problème et nos services pour les entreprises ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils devraient être puisqu'on n'a pas la qualité qu'on attend de nos fournisseurs d'infrastructures. Donc nous sommes venus pour échanger, pour participer et pour nous regrouper avec le GICAM. Pour l'essor du secteur de la téléphonie mobile au Cameroun et la préservation de la santé des entreprises concessionnaires, Orange Cameroun, MTN et Nextel ont dépassé leurs différences et les frontières de la concurrence pour le bien-être de tous et de chacun. Nous avons des problèmes communs. C'est pour ça qu'on s'est mis ensemble, pour qu'on puisse défendre nos problèmes d'ordre commun. Malgré le fait que nous faisons, on est des concurrents, mais il faut quand même, il y a des choses qu'on peut faire ensemble. L'association des opérateurs concessionnaires de téléphonie mobile a été créée en 2019. Elle vise à établir un dialogue structuré avec la tutelle et les administrations plus généralement.
Mener des actions de relations publiques pour le compte des membres, promouvoir le développement des communications électroniques, entre autres objectifs. Orange. L'entreprise Les Ciments d'Afrique récompense sa clientèle pour sa fidélité en leur offrant d'importants cadeaux, une occasion au cours de laquelle Ciments d'Afrique, CIMAF, a présenté son tout nouveau produit, le ciment dynamique. Des précisions dans ce reportage. Un tricycle flambant neuf, un groupe électrogène et une moto font le bonheur de leurs propriétaires. Il s'agit des heureux gagnants des super lots du jeu talent de quincaillerie lancé par l'entreprise Ciments d'Afrique. Ces bénéficiaires sont tout émus de voir ainsi leur fidélité récompensée par CIMAF. Je ne peux être content et je remercie énormément CIMAF de penser à cette catégorie de personnes. Je suis un monsieur content, heureux. Je dois dire merci à CIMAF pour le jeu qu'il a bien voulu organiser. C'est ce jeu qui m'a permis de gagner la moto que vous voyez là et le téléphone. Je me sens tellement à l'aise. Je ne saurais comment remercier la société CIMAF Cameroun pour ce cadeau. Cette remise de lot intervient au bout de plusieurs mois durant lesquels les quincailliers ont été sélectionnés et encouragés sur la base de leurs performances. La preuve que CIMAF fait de sa clientèle une priorité. En fait, c'est un challenge que nous avons organisé autour des quincailleries. Aujourd'hui, c'est l'aboutissement. Nous avons 3 gagnants. Et dans l'organisation de CIMAF, nous nous sommes rendus compte que les revendeurs, c'est-à-dire les quincailliers, n'étaient pas véritablement impliqués dans la chaîne de distribution. Nous avions donc pensé récompenser ces gens qui sont des intermédiaires entre le client final et également nos distributeurs. Au cours de cette cérémonie, le géant dans le secteur du ciment a présenté son tout nouveau bébé, le ciment dynamique. Un ciment de haute qualité, conforme aux normes camerounaises et adapté aux exigences des consommateurs. Dynamique, c'est un nouveau produit de CIMAF mis sur le marché il y a quelques semaines. C'est un CM4 32.5R. On va dire que c'est un ciment qui permet aujourd'hui de réaliser autant les travaux de gros œuvres que les travaux de finition dans un bâtiment. Sa bonne qualité de finition, sa faible chaleur d'hydratation, sa résistance élevée et son coût accessible à tous sont entre autres points forts qui attestent que le ciment dynamique est le meilleur choix, tout comme la large gamme des produits de CIMAF. Le Camerounais moyen aujourd'hui aura la possibilité de se construire grâce à la mise sur le marché de ce produit dynamique. Après cette récompense de sa clientèle de Douala, ce sera au tour des gagnants des autres villes du pays d'être récompensés par CIMAF. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Otto et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Après l'élection du docteur Foka Foka comme président du conseil régional de la région, conseil régional de l'Ouest, celle des autres membres du bureau régional coince. Ça chauffe dans la région de l'Ouest, notamment à Bafoussam. Les élus UDC ont claqué la porte pour dénoncer des manœuvres visant à les écarter des postes électifs. Vous le savez, au-delà de l'élection du président du conseil régional, d'autres postes sont en jeu, parmi lesquels des questeurs, des secrétaires et même des vice-présidents. Cependant, des candidats, parmi lesquels des chefs traditionnels, ont été plébiscités aux grandes dames des élus UDC qui ne se reconnaissent pas dans cette liste et ces candidats qui ont été introduits, ils estiment que ceux-là n'ont pas qualité. Après des multiples tractations, ils ont claqué la porte. La situation reste quelque peu tendue. Lors de cette session de plein droit, devant permettre de connaître l'ossature de l'exécutif régional dans la région de l'Ouest. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel. Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h.